Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi soir pour ouvrir un tout nouveau vlog lecture. Pour ceux et celles qui ont regardé le vlog précédent, vous avez vu que j'avais eu énormément du mal à choisir ma lecture suite au livre que j'avais terminé de Clarisse Sabar. Et en fait, j'avais commencé Aurélie Valloniès, c'était Les gens... Je me rappelle plus le titre. Bon, je vous l'écrirai dans la vidéo. Je l'avais commencé, j'étais partie ensuite chez ma mère pour pouvoir aller voter le dimanche sans savoir si j'allais la continuer ou pas. Et il se trouve que je ne l'ai pas continuée et en fait je n'ai pas lu du week-end, enfin du dimanche. Et hier je n'ai absolument pas lu non plus, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous ai pas pris pour ouvrir ce vlog. Voilà, j'étais très indécise quant à mes lectures, ma nouvelle lecture. Est-ce qu'on peut appeler ça une panne de lecture ? Je ne pense pas, je pense que ça dure généralement un peu plus de 2 jours. Mais là j'avais comme l'impression en fait que je devais m'écouter et juste prendre un petit peu de temps sans forcément enchaîner sur un nouveau livre. Bien évidemment je ne vais pas non plus passer une semaine sans lire, vous vous doutez bien, sinon je n'ouvrirai pas non plus ce vlog aujourd'hui. Et j'ai donc décidé de lire, je l'ai commencé aujourd'hui, Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui est dans ma palle depuis au moins 1 an je dirais. En fait je crois que je l'ai acheté lors de sa sortie poche si je dis pas de bêtises et il me semble que c'était l'année dernière ou printemps dernier. Je l'ai à peine commencé, hein. Je suis au chapitre 3 à la page 53, je l'ai lu durant ma pause déjeuner à midi et il fait environ, si on compte pas les remerciements, il fait 314 pages. Pour le peu que j'ai lu, je peux vous dire que nous allons suivre Leil qui est un jeune homme. Nous sommes en avril 1942 et il va être déporté avec plusieurs hommes dans le camp d'Auschwitz. Et voilà, il arrive dans un train avec plusieurs hommes, ils sont entassés les uns sur les autres. Et donc ils arrivent dans ce camp de concentration dans lequel ils vont être dépouillés de toutes affaires. Ils vont devoir endosser des uniformes de soldats russes. Ils vont manger, si on appelle ça manger, mais boire des espèces de soupes sans aliments réellement solides à l'intérieur. Et ils vont devoir travailler dans ce camp-là pour faire apparemment, pour l'agrandir. Là, il est quelqu'un qui semble cultivé, il parle plusieurs langues. On a des petits paragraphes concernant sa vie d'avant les camps, sur sa famille aussi. Et il se trouve que sa famille est quand même financièrement aisée. Sauf qu'il a le malheur d'être juif et c'est pour ça qu'il se retrouve donc dans ce camp de concentration. Il va se faire remarquer par Pépan qui est le tatoueur d'Auschwitz. Donc comme vous le savez très certainement, quand les hommes, les femmes et les enfants entraient dans le camp de concentration, ils perdaient toute identité et ils étaient tatoués sur le poignet ou l'avant-bras. Voilà, ils portaient un numéro et ce numéro désormais était leur nouvelle identité. Donc là il va se faire remarquer par Pépan, il va un petit peu le prendre sous son aile et je suppose donc qu'il va devenir lui aussi le tatoueur d'Auschwitz. En tout cas là pour le moment il va assister Pépan à cette tâche là. C'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Je sais bien que le résumé en dit un petit peu plus sur l'histoire, mais pour le moment je me réserve la découverte de ce livre. Comme tout livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, les déportations, je pense que ça va pas être une lecture qui va être très très facile. Ça risque d'être un petit peu éprouvant à certains passages. Ça l'est déjà en 53 pages. Voilà, même si c'est pas détaillé, on a tous des images en tête et donc voilà, on arrive à très très bien visualiser les choses. Mais c'est un livre qui me faisait envie, comme je vous le disais, ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle. Il me semble que l'auteur a récemment sorti un autre livre. Alors je sais pas si on retrouve, je crois, sans dire de bêtises, que l'on retrouve certains personnages ou alors qu'ils sont évoqués dans la nouvelle histoire, il me semble. J'ai pas trop voulu me renseigner au cas où il y aurait certains spoils. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a aussi motivée à sortir donc ce livre-là de ma palle. Donc je vous en parlerai mieux dans la semaine en espérant que mon rythme de lecture va un petit peu s'accélérer parce qu'alors je vous avoue que, bon, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière,
c'est pas la folie en ce moment. C'est vrai qu'au travail c'est assez compliqué, on manque de personnes, donc nos emplois du temps changent et on a des heures qui sont rajoutées. Je trouve aussi que le changement de saison là qu'on a est assez fatigant et éprouvant moralement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis très très fatiguée. Je sais qu'il faudrait que je prenne des vitamines, du zinc et tout ça. Il y a tout le monde qui me le répète, mais je pense que je vais finir par le faire parce que je vous promets, je suis rare de moi quand même. Je suis rentrée hier du travail, pourtant on était lundi, j'ai dormi 1h30. Et pourtant, et après je ne me suis pas couchée très très tard, hein, donc autant vous dire que j'en avais besoin. Bref, en espérant que ça passe vite. Sinon, ah oui, concernant ma lecture audio de Thérèse Raquin de Émile Zola, le fameux classique du mois, eh bien j'ai bientôt fini. Je crois qu'il me reste 2 chapitres à écouter, donc ça sera fait d'ici cette semaine parce que je l'écoute en allant au travail dans le tram. Et honnêtement, on n'est pas sur un coup de cœur, mais je crois que je découvre enfin Émile Zola. J'avais un petit peu d'appréhension concernant cet auteur, concernant sa plume. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, les classiques, des fois ça peut un petit peu faire peur, on en garde de mauvais souvenirs. Durant nos études, on s'en fait des montagnes, on a peur que ce soit très pompeux, beaucoup de descriptions. Et en fait, ce livre-là, c'est une très très belle surprise. Je vous en parlerai lorsque je l'aurai terminé, donc dans la semaine, ça c'est certain. Mais franchement, ça me donne envie de lire d'autres œuvres d'Émile Zola et notamment de commencer la fameuse série des Rougon-Macquart parce que cette lecture a été une très belle découverte. Bref, sinon c'est déjà 19h44, donc je vais aller me doucher, je vais aller manger et me poser tranquillement pour avancer ma lecture. Nous sommes jeudi après-midi et je voulais vous parler de la lecture audio que j'ai terminée avant-hier, il me semble, ou hier, je sais plus. Donc c'était Thérèse Raquin d'Émile Zola. Là, je l'ai du coup aux éditions Folio Classique. Pour vous faire un petit résumé assez rapide de l'histoire, nous allons suivre donc la famille Raquin qui est composée de Madame Raquin, de son fils Camille et de Thérèse qui est la nièce de Madame Raquin et donc la cousine de Camille. Ils ont grandi ensemble, ils ont été élevés ensemble dans la même maison, ils ont toujours dormi dans le même lit et donc pour eux c'était tout à fait normal, tout à fait naturel. En fait la question ne s'est jamais réellement posée du coup de se marier une fois arrivé à l'âge de se marier. Il faut savoir que Camille est très chétif étant donné qu'il a été malade pendant toute son enfance, toute sa jeunesse, son adolescence, bref tout le temps. Du coup Madame Raquin l'a toujours couvé. C'est quelqu'un qui est pourri gâté, faut le dire. C'est aussi quelqu'un qui est égoïste parce qu'il ne pense qu'à son propre bien-être personnel avant le bien-être des autres. Il s'en préoccupe pas vraiment. Et donc c'est quelqu'un qui est assez petit parce que sa croissance a été très vite stoppée à cause de toutes ces maladies qu'il a eues. Et voilà, c'est quelqu'un aussi qui est très las, qui a très peu de barbe. On dit que ses cheveux sont d'un blond un peu terni. Voilà, il est vraiment pas à son avantage. Contrairement à Camille, Thérèse, elle, a une santé de fer, mais elle a vécu un petit peu dans cette optique de ne jamais trop faire de bruit pour ne pas déranger Camille, de ne pas trop parler, voilà, de rester en fait cette fille très tranquille dans son coin et c'est ce qu'elle va devenir malgré elle. En fait, elle vit comme enfermée dans un propre enfermement et on sent en elle qu'elle a un tempérament plutôt nerveux, proche de l'hystérie. Alors qu'en fait, d'apparence, elle semble très tranquille. C'est quelqu'un qui est toujours dans son coin, qui ne prend pas part au jeu de domino, notamment qui a lieu chez les Raquins tous les jeudis soirs. Elle préfère rester avec le chat qui lui semble beaucoup plus humain que les personnes autour de la table. Elle est dans sa propre rêverie, elle est assise ou derrière le comptoir de mercerie qu'elle tient avec sa tante. Mais toujours les yeux dans le vague, elle discute très peu avec les clients, voilà, c'est quelqu'un qui est très renfermé, mais on sent en elle qu'il y a quand même un tempérament assez bestial et surtout d'explosif. Si vous voulez, c'est un petit peu une bombe à retardement parce qu'on sait que tôt ou tard, elle va finir par craquer et son tempérament va prendre le dessus.
Et il se trouve qu'un jour, il y a le meilleur ami de Camille, Laurent, qui va être introduit à la famille et qui va se joindre à eux tous les jeudis pour jouer au domino. Laurent est présenté comme un vrai homme comparé à Camille, il est grand, il est robuste, on le décrit notamment avec un cou de taureau. Sa passion c'est la peinture mais il ne peut pas vivre de ça, lui il travaille plutôt dans les bureaux, dans l'administration. Et c'est aussi quelqu'un de très oisif, voilà, lui il aimerait pouvoir vivre de ses plaisirs mais sans travailler, vraiment profiter de la vie et sans forcément se fatiguer à la tâche. Thérèse va tomber amoureuse de Laurent, ils vont avoir une liaison. Et peu à peu, ils vont s'apercevoir que la personne qui dérange dans leur bonheur, c'est Camille, forcément. Camille qui n'est pas au courant et qui, je pense, est à demi-lieu de s'imaginer que sa femme a une liaison avec Laurent. Et donc les deux amants vont imaginer un plan pour tuer Camille. Comme ça, Laurent se dit que lui, il prendrait la place de Camille et qu'il aurait donc la vie tranquille, celle qu'il cherche à mener depuis toujours. Laurent va finir par tuer Camille en présence de Thérèse notamment. Et une fois la tâche accomplie, il leur semble que voilà, la vie va devenir plus simple, qu'ils vont pouvoir donc se marier, vivre heureux tous les deux. Il va y avoir un gros mais que je vous laisserai découvrir pour pas non plus tout vous raconter parce que c'est quand même l'élément déclencheur de tout, la mort de Camille. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait les deux amants se mettent le doigt dans l'œil et c'est le début de la fin pour eux, clairement. Cet assassinat, c'est le début de la fin. À partir de là, le roman va vraiment prendre un autre tournant, on va être vraiment dans la psychologie des personnages. Ça va être très très psychologique et c'est pas du tout un roman policier malgré qu'il y ait un meurtre. Il n'y a pas forcément d'enquête à proprement parler. Et bien qu'on se demande si les personnages vont être innocentés, incriminés, voilà, ça c'est quand même une question qui est j'irai en fond, en tout cas pour moi qui a été en fond durant toute ma lecture, est-ce qu'ils vont s'en sortir, oui ou non? J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment, elle s'est écoutée très vite, c'était très fluide, et je pense que même si vous lisez le livre, il doit assez bien se lire, étant donné que les chapitres sont très courts, il y en a 32, mais vraiment en fait ça passe à toute allure. J'ai lu les deux préfaces donc à la fin de ma lecture comme d'habitude pour pas me faire spoiler. Dans cette édition là c'est bien parce que nous avons des documents, nous avons la vie aussi en quelques dates d'Émile Zola. Et ce qui est intéressant c'est que dans la deuxième préface c'est Émile Zola qui l'a écrite parce qu'en fait ce livre a été republié quelques années après et Zola s'est senti donc obligé d'écrire une préface pour expliquer son raisonnement, le cheminement de ce livre, parce que quand il est sorti pour la toute première fois, il a été très très mal accueilli par la critique. Et donc il a voulu un petit peu s'exprimer à ce sujet-là. Donc dans ce roman, c'est clairement les prémices du mouvement naturaliste dont Zola sera le chef de file. Et dans ce troisième roman, Émile Zola ne se place pas en tant qu'auteur, mais plutôt en tant que scientifique. Il le dit lui-même dans la préface, son but était d'étudier les tempéraments et non pas les caractères. Et d'ailleurs, nous n'allons pas avoir de description sur les émotions, sur les sentiments, c'est uniquement le tempérament des personnages qui l'intéresse. Donc on en a principalement 4, et je dirais après 3 après la mort de Camille, bien qu'il soit présent quand même dans l'histoire, même après sa mort. En fait, dans ce livre, c'est comme si Zola faisait un peu une expérience médicale. Donc il va prendre 4 personnes au tempérament tout à fait différent. On a Laurent qui est sanguin, on a Thérèse qui est nerveuse, voire même hystérique. On a Camille qui est le maladif et on a Madame Raquin qui elle est la personne la plus molle. Et donc le but d'Émile Zola, c'est de faire cohabiter entre guillemets tous ces personnages et de voir ce qui se passe. Donc par exemple Thérèse qui elle est une personne nerveuse va épouser Camille qui est considéré donc comme voilà, très chétif, malade. Et qu'est-ce qui se passerait donc si elle rencontre Laurent qui lui est un homme tout à fait sanguin. Alors je suis désolée, j'ai dû m'interrompre quelques minutes parce qu'en fait il y a la balayeuse qui passait devant chez moi et ça faisait un petit peu beaucoup de bruit. Donc voilà, j'en étais au tempérament, l'étude des tempéraments, donc c'est ce qui intéressait vraiment Émile Zola.
Il se place vraiment comme un scientifique dans ce roman-là et c'est vrai que même par rapport au vocabulaire ou autre, on a énormément de champ lexical en fait de tout ce qui est médecine. Et c'est ce qui fait aussi qu'en fait le livre a été très mal reçu par le public, par la critique lorsqu'il est sorti, parce que vous vous doutez bien qu'un livre qui parle d'adultère, d'assassinat, d'études de tempérament, vous avez des descriptions aussi notamment sur le corps, le corps mort de Camille, donc tout ce qui est putréfaction, les couleurs, les odeurs, tout ça. On peut concevoir que voilà, le public n'a pas été très enthousiaste par rapport à ce livre. Et c'est donc pour ça qu'il a décidé donc, de s'expliquer dans la préface. En tout cas, peu importe la critique de l'époque, moi j'ai adoré ce livre, tout simplement. Je ne me suis absolument pas ennuyée durant mon écoute audio. Et en fait, pour tout vous dire, je devais lire ce livre quand j'étais au collège ou au lycée. Je sais plus si j'étais genre 3e, 4e ou même seconde. Je devais le lire pour mes cours de français et en fait je ne l'avais jamais fait parce que voilà, moi à l'époque j'étais pas du tout la lectrice on va dire que je suis aujourd'hui et je n'arrivais pas à me forcer de lire des livres dont je n'en avais absolument pas envie. Voilà. Et Émile Zola en faisait partie. J'avais peur de m'ennuyer, je trouvais ça vieux, je trouvais ça sans intérêt et en fait avec du recul aujourd'hui à 27 ans, eh bien j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré découvrir cet auteur, c'est vrai que j'avais quand même toujours un petit peu d'appréhension, c'est normal, je vous l'ai déjà dit, de lire des classiques ou autres, j'ai toujours peur de m'ennuyer, de ne pas comprendre. Et en fait là, pas du tout, ça me donne envie de découvrir ces autres livres, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et du coup ça me motive à découvrir encore plus de classiques. Pour le moment c'est un sans faute, j'ai aimé les auteurs et les livres que j'ai lus. Bon, j'ai commencé on va dire au mois de janvier, donc j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu que 3. Mais je touche du bois et j'espère que ça va continuer ainsi. Après c'est vrai que pour le moment je suis plus dans l'écoute audio du livre que dans la lecture par en elle-même. Peut-être que ça va changer, mais pour le moment je me sens plutôt à l'aise d'écouter les livres et de découvrir les classiques via cette lecture audio que par la lecture on va dire du livre. Peut-être que ça va changer. Mais voilà, mais en tout cas ça me convient très bien ainsi. J'aurais encore plein de choses à dire sur ce livre, mais je crois que c'est beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Vraiment je crois que je pourrais y consacrer une vidéo. Ce livre le mérite, j'espère juste que je vous ai donné envie de le découvrir. Si vous avez peur un petit peu comme moi, écoutez-le plutôt en livre audio et peut-être que ça vous aidera vous aussi à découvrir des classiques. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Voilà, ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai adoré et alors, peut-être pas au même titre que Maupassant, Une vie que j'avais lu en février, je crois. Lui, c'est vraiment une lecture qui m'a marquée et qui va me marquer parce que des fois, je me surprends à repenser à la pauvre Jeanne pour vous dire à quel point il m'a marquée. Mais vraiment, cette lecture a été vraiment un pur plaisir, même si c'est un roman de folie. Alors folie je pense autant dans le sens psychologique du terme, vous l'aurez compris avec l'étude des tempéraments. Donc voilà, franchement je vous le conseille à 1000%, c'est un roman qui est assez court et voilà, il y a moyen de se le procurer d'occasion ou dans des brocantes ou de se le faire prêter, donc franchement n'hésitez pas. Et sur ce, écoutez, je vais continuer mon après-midi, je suis toujours dans ma lecture du tatoueur d'Auschwitz. Je suis un petit peu plus qu'à la moitié du livre, donc j'espère le finir ce soir pour vous en parler demain et commencer une autre lecture durant le week-end. Mais ça, je reviendrai vous le dire dans quelques heures ou peut-être demain.
sommes dimanche matin et je voulais vous prendre donc pour vous parler de 2-3 petites choses étant donné qu'hier je n'ai pas eu le temps en fait de filmer le samedi. De toute façon c'est toujours un petit peu plus compliqué. Comme vous avez dû le voir donc juste avant, je suis passée chez Sourams mais vendredi, mais j'ai rien acheté, j'ai fait un petit tour. J'ai profité aussi pour lire, ils ont un petit coin lecture sympa. Et d'ailleurs j'ai fini donc le tatoueur d'Auschwitz, mais je vous en parlerai juste après. Et du coup samedi matin, à mon habitude, je suis passée chez les bouquinistes de Montpellier et j'ai juste acheté un livre. J'ai été vraiment très raisonnable. Mais quand je l'ai vu et quand j'ai vu l'état dans lequel il était, j'ai pas pu résister franchement. Donc j'ai acheté Agnès Martin Lugan. Désolée, je suis attendue aux éditions Michel Lafon. C'est donc, je crois que c'est son 4e livre qui est sorti donc en 2016. Voilà. Et petit à petit, j'agrandis ma collection. Donc je suis plutôt contente. Je vais donc vous lire le résumé et le découvrir en fait en même temps que vous, parce que quand je l'ai vu, j'ai même pas lu le résumé, je l'ai acheté directement. Pour vous dire à quel point je fais confiance à cet auteur. Yael ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle. L'adrénaline est son moteur. Jugée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse. Elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Un roman émouvant sur les choix de vie. Forcément, ça donne envie. Donc, un de plus qui rejoint ma pile à lire. Je commence petit à petit à me faire ma petite collection du coup de Agnès Martin Lugan. Il m'en reste pas beaucoup je crois à voir. Il me reste Entre mes mains le bonheur se faufile et il doit m'en rester un autre sans doute parce que j'avais commencé par son dernier livre qui était donc La Dacia. Enfin le dernier de l'année dernière en fait. Vu que là elle en a sorti un, il me reste le nouveau à acheter et sans doute un autre, je sais pas trop, faudrait que je regarde, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Et donc je vous disais que j'ai terminé Le Tatoueur d'Auschwitz de Heider Morris aux éditions J'ai lu. Pour vous faire un petit résumé de cette histoire, nous sommes en avril 1942, nous allons suivre Leil qui est un jeune Slovaque qui est juif et qui fait le choix au sein de sa famille, qui se désigne en fait lui-même pour être déporté au camp de concentration d'Auschwitz. Lorsqu'il fait ce choix-là, il ne sait absolument pas la destination qui l'attend et encore moins les conditions de vie dans lesquelles il va devoir survivre. Il arrive au camp de concentration accompagné de centaines d'hommes qui étaient donc entassés dans des trains. Et une fois arrivé au camp, il va très vite devenir le tatoueur du camp de concentration d'Auschwitz. Il va donc devoir tatouer les numéros sur les poignets des déportés. Ces numéros qui sont en fait leur nouvelle identité, étant donné qu'une fois qu'ils arrivent au camp, ils sont dépouillés de toute affaire, de toute identité, de toute humanité, de toute dignité. Enfin, ils ne sont même plus considérés comme des humains. Bien que ce travail lui permette d'avoir quelques privilèges en plus de certains déportés, c'est-à-dire qu'il a droit à des rations supplémentaires, il dort dans une chambre à part, séparée des autres, et il bénéficie un petit peu, j'ai envie de dire, de la protection des SS. Malgré tout ça, Leil forcément n'a pas envie de travailler comme tatoueur, ce n'est vraiment pas un plaisir pour lui, il n'a pas envie en fait de faire mal à ces déportés en leur tatouant un numéro sur le bras, numéro qu'il a lui-même sur son poignet. Il n'a pas envie d'être mal vu et d'être jugé comme un collabo en fait, tout simplement. Mais malgré ça, il va s'apercevoir que grâce à ce travail-là, il va pouvoir aider certaines personnes dans le camp. Leil, c'est quelqu'un de très généreux et il va essayer de se procurer des rations supplémentaires, des aliments pour les partager et les distribuer aux détenus, aux déportés qui en ont le plus besoin. Les mois s'enchaînent et un jour, Leil est amené à retatouer des numéros sur des déportés qui sont en train en fait un petit peu de s'effacer, qui deviennent illisibles. Et il se trouve que ce sont des femmes et notamment des enfants. Donc je vous laisse déjà imaginer la situation dans laquelle se trouve Leil.
et il va retatouer une femme qui s'appelle Gita, et ça va être, j'ai envie de dire, le coup de foudre, même si en fait la situation ne s'y prête pas du tout, mais pourtant tous les deux vont tomber amoureux. Donc ce qui nous est raconté dans cette histoire, c'est aussi la romance, l'amour qui est né entre Leil et Gita. Ils vivaient dans des blocs séparés des hommes, ils avaient des travails différents. Grâce à Leil, Gita va avoir un poste, un travail dans l'administration. Alors je dirais pas que ce sera aisé, loin de là, mais au moins elle ne va pas être soumise au travail forcé, elle ne va pas s'épuiser au travail en extérieur. Et donc leur récit est aussi un petit peu jonché de rencontres, notamment le dimanche lorsqu'ils avaient quartier libre entre guillemets, voilà, où ils vont pouvoir se retrouver, un petit peu discuter et s'aimer. Et finalement c'est cet amour-là qui vont sans doute les aider à survivre dans ces conditions de vie-là. Ils sont coupés du monde extérieur, ils ne savent absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, Leil est quelqu'un de très optimiste et quelqu'un qui veut vraiment survivre, qui va tout faire pour y arriver. Mais il est aussi persuadé que lui et Gita se retrouveront une fois sortis et qui pourront vivre leur amour en fait, tout simplement. Comme tout livre qui traite du sujet de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, c'est un livre qui est hyper poignant, il vous laisse absolument pas de marbre. C'est un sujet aussi qui, je trouve, est difficile d'en parler, j'ai du mal à mettre les mots dessus, j'ai peur, c'est assez délicat, j'ai peur de faire un faux pas ou de mal m'exprimer ou de mal être comprise, donc c'est vraiment pas un travail très facile. Je ne savais pas en plus, en lisant ce livre, je l'ai appris en fait à la fin, que c'est inspiré d'une histoire vraie. Leil a réellement existé, Leil et Gita d'ailleurs. L'auteur a pu rencontrer Leil à plusieurs reprises juste avant sa mort, et ça, elle nous en parle à la fin du livre. Je trouve que c'est encore plus touchant quand on sait donc ce que ces personnes ont enduré, ont dû subir, et surtout comment ces personnes ont pu se reconstruire après ça. C'est un roman, je vais pas vous mentir, qui est assez déroutant parce que ce sont deux personnes qui vivent dans des camps de concentration avec vraiment des conditions de vie mais inhumaines et qui vont se retrouver, qui vont tous les dimanches, ils vont avoir un petit cocon à eux et ils vont pouvoir exprimer leur amour. Ça va être des moments de tendresse, des moments de douceur. On en oublierait presque en fait qu'ils sont dans un camp de concentration, que ils peuvent mourir en fait à chaque minute de leur vie. Et même eux parfois oublient où ils sont et c'est assez déroutant parce qu'on se... C'est la première fois en fait que je lisais une histoire d'amour dans un camp. On se dit waouh, c'est beau, c'est touchant, et quand on repense à la situation, au contexte, on se dit waouh, mais est-ce que c'est vraiment possible en fait? Et c'est un récit qui est vraiment déroutant parce qu'à côté de ça on va avoir une page donc remplie de douceur, d'amour et d'espoir entre ces deux personnages là, et on tourne la page et on a juste envie de haïr ces SS qui pour eux trouvent tout à fait normal d'infliger ces choses-là à des hommes qui sont leur égal en fait, et qui se prennent, ils se pensent au-dessus, et les torturer, les affamer, parfois les violer, les forcer au travail, les épuiser. On se dit mais à quel moment ils ont pensé que c'était une bonne chose en fait de faire ça. Donc on passe un petit peu par toutes les émotions durant ce livre. C'est franchement, je vous avoue, une fois qu'on le ferme, on a envie de faire une petite pause quand même hein, et de digérer tout ce qu'on a lu. C'est un livre donc qui est tout à fait bouleversant par les personnages de Leil, de Gita, même des amis qui vont se faire au sein de leur bloc. Ils vont essayer de s'encourager, de se tirer vers le haut pour ne pas baisser les bras, pour ne pas mourir. Et je pense qu'à travers cette histoire aussi, on voit que l'amour finalement est plus fort que tout parce que c'est la force en fait. Ça va être la force de Leil et de Gita dans laquelle ils vont puiser pour pouvoir survivre à tout ça. Parce qu'ils vivent quand même dans une atmosphère de terreur, de frayeur, de peur. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, jusqu'où ça va aller également. Ils peuvent mourir à tout moment s'ils croisent le regard d'un SS, si celui-ci aussi est contrarié, si c'est un mauvais jour et que vous vous trouvez sur son chemin, vous pouvez être tué, ou tout simplement en sortant faire vos besoins la nuit, vous pouvez être abattu. Donc psychologiquement parlant, c'est clair que c'est super compliqué parce que nous encore on connaît la fin,
Mais eux, à leur époque, ils ne savaient absolument pas comment ça allait se terminer. Et même entre eux, entre Gita, entre Leil, entre Gita et ses amis, ils ne se racontent pas les horreurs qu'ils peuvent vivre personnellement, les épreuves qu'ils vont endurer personnellement. Non, ils se contentent en fait de tout le temps se remonter le moral et justement de ne pas faire le contraire, de ne pas s'apitoyer, de ne pas faire peur à l'autre. Et c'est vraiment, ils vont vraiment créer un lien qui va être assez fort et qui va permettre à tout ce petit groupe d'aller le plus loin possible. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais honnêtement, je ne vais pas plus m'éterniser et je vais vous laisser donc le soin de le découvrir. C'est une histoire qui prend aux tripes, c'est une histoire qui ne laisse pas du tout indifférent. Mais ce qui se dégage finalement de cette histoire, c'est que l'amour est plus fort que tout et c'est la rencontre de deux êtres ordinaires qui vont se rencontrer dans des circonstances inhumaines, privés de leur liberté, de leur identité et qui pourtant vont tout faire pour sortir de là vivants. Bien que ce ne soit pas le premier livre ou le premier témoignage sur les camps de concentration, je trouve que chaque récit, chaque livre est unique et donc chacun vaut la peine d'être découvert et d'être lu. Donc je vous invite vraiment à découvrir celui-ci. Si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu cette lecture-là. Et si notamment vous avez lu le livre qu'elle a sorti sur le voyage de Silka, donc Silka qui est aussi un personnage que nous rencontrons une personne que nous rencontrons donc dans ce livre. J'espère juste que là mon avis sera pas trop brouillon parce que je vous le redis, c'est compliqué je trouve à mettre des mots justes sur ce que j'ai ressenti durant ma lecture. Beaucoup d'émotions certes, mais voilà, j'ai encore un petit peu de mal à trouver mes mots, à être bien comprise et à ne pas faire, on va dire, de faux pas. Donc voilà, je préfère m'arrêter là, mais j'espère que vous aurez à peu près compris mon avis concernant cette lecture. Sinon, comme je vous l'ai dit, quand j'ai refermé ce livre-là, j'ai pas pu enchaîner une nouvelle lecture. J'ai un petit peu soufflé, on va dire. Donc samedi, je n'ai absolument pas lu. Et c'est aujourd'hui que je vais commencer ma nouvelle lecture. Je vous ai déjà présenté l'auteur il y a quelques minutes. C'est Agnès Martin-Lugan, La vie est facile, ne t'inquiète pas, aux éditions Michel Lafon. Celui-ci est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en 2015, et c'est la suite du livre Les gens heureux lisent et boivent du café. Je l'ai lu, je crois, au mois de janvier ou février. J'avais énormément aimé cette lecture et je ne voulais pas trop tarder pour lire ce livre-là, donc qui est quand même une suite. Je ne vous lirai pas le résumé, voilà, parce que ça reste une suite et pour ceux qui n'ont pas lu le premier, ce serait bête de vous spoiler. Voilà, donc là je ne l'ai pas encore commencé, mais je pense qu'il va m'accompagner durant cet après-midi et je vous en parlerai donc dans le prochain vlog. Sur ce, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu des auteurs, des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à m'en recommander. C'est toujours un plaisir d'agrandir sa wishlist ainsi que sa pile à lire. J'espère aussi que vous aurez passé une bonne semaine, que vous aurez profité du beau week-end que l'on a. C'est également le week-end de Pâques, donc j'espère que vous aurez été gâtés en chocolat et que vous aurez passé peut-être un bon moment en famille. Je vous dis à demain, mais pour vous, ça sera la semaine prochaine pour se retrouver dans un nouveau vlog.